Bonjour. Écoutez, c'est la dernière séquence de cette première émission. On va essayer de s'amuser encore plus que dans l'heure qui précède. Déjà, comme on n'a pas préparé, forcément, ça va être plus drôle. De deux, comme j'ai invité que des gens sympas avec qui j'avais envie de prendre l'apéro et on n'avait pas le droit et il pleut, on s'est dit on se retrouve là. Hein, ça sera sympa aussi. On n'a juste pas mis l'alcool parce que sinon il fallait faire passer en permanence, boire avec modération, tout ça, donc on a évité. Donc le principe est simple dans cette séquence. J'ai pioché des actus dans le newsflow qui n'arrête pas sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. Oui, rapproche-toi encore un peu. J'ai pioché un peu d'actu. Je vous les soumets. Et vous réagissez comme vous avez envie de réagir, en fait, avec votre avis, pas forcément, s'il vous plaît, enfin d'ailleurs surtout en évitant de parler de votre boîte, je parle surtout à nos deux copains, là. C'est pas le but de faire de l'autopromo, c'est plutôt, vous êtes des experts du secteur. Toi, je sais que tu vas pas me parler tout le temps du JDN, tu aimes bien parler plutôt des sources de tes articles. Donc l'idée, c'est vraiment, en tant qu'expert de secteur et que presque ancien du secteur, je crois que tout à l'heure, Louis nous a dit que jeune, c'était en dessous de 40. Donc, autour de cette table, on n'est pas tous dans la définition, mais certains, oui. Je vous laisse deviner lesquels. Et donc, pour ceux, en tout cas, qui veulent mettre leur expertise à profit avec tout le monde là, qui nous regarde, tous ces gens qui... Alors, non, c'est un entraînement, on ne regarde pas encore. C'est pas encore du live. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, sans filtre. Voilà, c'est un peu le but. Alors, pour commencer, avant que je vous pose un peu toutes ces questions et que vous réagissiez, peut-être vous présenter. Alors... d'abord, honneur aux dames quand même. Charlie Perrault, je suis journaliste en charge de la rubrique FinTech au Journal du Net depuis maintenant 4 ans. Donc je suis un petit peu l'écosystème, ça fait même quelques années un petit peu auparavant. Donc les FinTech, AssureTech, les banques, assurances dans leur transformation digitale et aussi maintenant les cryptos dont on parle beaucoup. Et alors, qui ne connaît pas Charlie dans la FinTech, ça, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vrai que tu écris beaucoup et et parfois même des études assez fouillées. Non, mais en plus des articles rapides, t'es obligé. Dans le monde d'aujourd'hui, tu as un article par heure. Mais par contre, il y a des fois des études que tu promeux c'est un peu plus. Le principe, je fais moitié actu et moitié article de fond, justement, parce que de toute façon, je ne peux pas traiter toutes les actus aujourd'hui. Tu vas voir comme, on a une liste énorme, c'est pas pour rien. Et puis en plus, je suis sûr que j'en ai oublié les 3/4. Christophe Bourbier, CEO et cofondateur de Limonetic, pour la faire rapide et simple. C'est court, c'est quoi Limonetic ? Limonetic, c'est une plateforme de paiement qui connecte 285 moyens de paiement dans le monde. Donc on fait tous les paiements, dont la carte bancaire bien évidemment, mais aussi tous les autres paiements qui sont dans tous les autres pays dans le monde. Et il y a très peu de pays finalement où on utilise la carte bancaire pour payer sur Internet. Bizarrement. Et nous, on s'est spécialisé sur tous ces moyens de paiement qui sont... On couvre 70 pays très exactement. Donc ça va dans l'Europe, l'Inde, on fait des moyens de paiement en Asie, au Latam, on fait des paiements aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. etc. On peut plus dire start-up, créé en quelle année ? 2008 maintenant. 2008, ça commence un peu à dater et c'est une très belle aventure et qui continue encore et encore et un membre même du conseil d'administration de l'Axel, en tout cas Limonetic. Absolument. Johan, qui es-tu ? Salut, bonjour à tous, c'est Johan Burkovic, je suis cofondateur et CEO de Bridge. Et Bridge, on est une plateforme open banking. On fournit des solutions d'agrégation et d'initiation de paiement à tous les acteurs qui veulent innover avec nous et fournir des services financiers plus compétitifs, innovants sur le marché. En quelque sorte, on aide l'écosystème à créer des services plus performants. Tout un programme. Alors écoutez, je sais même plus par où les prendre et tu viens de citer le mot crypto, donc on va commencer par ça. On commence le mois de mai avec un truc où quand on se balade sur certains sites, on voit plus 3000% pour je sais pas quelle crypto-monnaie que j'arrive même pas à citer depuis le début de l'année. On se dit mince, pourquoi moi j'ai pris une valeur de fonds de portefeuille qui a fait 2 et on est là au milieu du mois de mai, on se dit tiens finalement j'ai peut-être eu raison. Ou alors on se dit non, j'ai eu tort parce que j'y suis rentré au moment des 3000%. Et là, je viens de faire moins 70. Et ça remonte depuis le moment où on a regardé cette news hier. Ça a déjà repris plus 30, on n'y comprend plus rien. Donc, ce up and down, début, fin, milieu. Toi qui en parles beaucoup en ce moment, je commence par toi, Navi, une réaction En fait, c'était prévisible. Parce qu'à peu près tous les 4 ans, en fait, les cryptos, le cours des cryptos va monter. En fait, c'est parce qu'il y a un mécanisme, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'appelle le halving, ce qui fait que le Bitcoin va devenir plus rare. Et en général, de toute façon. Donc, quand il devient plus rare, forcément, l'offre et la demande. Hop. Et surtout, ensuite, toutes les autres cryptos vont suivre, en fait, le cours du Bitcoin. Donc, voilà. Donc là, le Bitcoin a monté. Et on attendait que ça pète.
et ça a pété, et c'est même très bon, je pense, pour l'écosystème. Ça va assainir un petit peu tout ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, beaucoup de particuliers qui n'y connaissaient rien, il faut le dire, et qui pensaient que ça allait monter indéfiniment. Bah non, voilà, la réalité, c'est que c'est un actif très volatile, et je le répète très souvent voilà, dans mes papiers, que ce soit à la télé aussi. Donc voilà, faire très attention, et effectivement, ça a repris. Donc voilà, là je pense qu'on va repartir sur plutôt une phase un peu stable. Et puis dans 4 ans, tu reverras, ça va repartir à la hausse et puis ça se recrachera. Voilà. Mais toi qui as écrit pas mal sur ces sujets, etc., ça va? T'as pas trop la famille, les copains qui appellent quand tout d'un coup ça baisse? Ouais. Mais, par contre, c'est la différence par rapport à 2017 où il y a eu la bulle qui a explosé. Là, effectivement, je devais gérer les papiers que je devais écrire. Donc, je devais rendre des comptes à mes rédacteurs en chef et tous mes amis qui sont rentrés là récemment, qui ont découvert vraiment les cryptos et qui ont même découvert juste les marchés financiers en général, parce que la plupart, moi, de mes amis qui sont assez jeunes... non, ça suffit, il y a Jaloui qui nous a fait le coup tout à l'heure. Ils sont jamais... En fait, je suis de bonne humeur. Je vais le faire au moins une fois. Mais en fait, ils sont rentrés là dans les cryptos, et ils n'avaient jamais acheté d'actions, rien. Donc en fait, ils sont tout étonnés. Et effectivement, ça fait une semaine que Charlie, tu m'avais dit que ça allait monter, ça allait monter. J'ai dit non, je n'ai jamais dit rien. Donc. Une réaction sur ce sujet ça vous... Moi, j'en ai une qui est que je trouve ça dingue quand même que finalement, là, ça baisse ultra violemment quand même suite à l'annonce d'Elon Musk. C'est comme... Enfin, il n'y a pas que ça, pardon. Non, t'es jaloux. T'aimerais être Elon Musk. Je suis peut-être jaloux. Quand moi, je publie des trucs sur les cryptos, ça baisse pas autant, ça monte pas autant, c'est vrai. Mais c'est quand même dingue quand même qu'une monnaie comme ça qui est suivie mondialement soit aussi impactée par l'annonce d'une seule personne, même si aussi la Chine a eu des annonces qui étaient assez impactantes dessus. Donc je me dis, c'est quand même assez... ça me fait un petit... Enfin, c'est pas très rassurant, d'une certaine façon. Et nous, en tout cas, si je ramène après à l'Imatic, je sais qu'il ne faut pas parler des boîtes, mais c'est plus sur le retour d'expérience. Nous, dans le monde retail traditionnel dans lequel je bosse, à savoir ceux qui vendent des habits, ceux qui vendent des voyages, ceux qui vendent des jeux électroniques et autres, le Bitcoin, en tout cas, nous, il n'est pas présent. Ce n'est pas une réalité, en tout cas, de la consommation très traditionnelle et classique d'un ménage moyen européen. En tout cas, il n'y a pas de demande de notre côté là-dessus. Et tu n'as pas intérêt, de toute façon, à payer quelque chose en Bitcoin aujourd'hui, parce que si demain, ça en a perdu... Donc c'était juste un effet de com, payer sa Tesla en Bitcoin? C'est juste de la com? Bien sûr. Et tu as remarqué qu'après, il y a eu pas mal de boîtes qui ont communiqué toutes les semaines, et ce n'est pas forcément des boîtes qui avaient bonne presse, d'ailleurs. Une réaction sur le sujet? Moi, je pense que ça s'inscrit dans un phénomène de fond, et tu l'as dit, c'est la démocratisation du trading. En fait, aujourd'hui, il y a le monde entier, depuis smartphone, qui peut vendre et acheter des cryptos. Et d'ailleurs, on voit que d'autres acteurs, comme Trade Republic, qui fait du trading, en profitent. En fait, on est dans la démarche de démocratisation du trading. N'importe qui dans le monde peut acheter et vendre des actifs en temps réel sur son smartphone. Dans le cadre des cryptos, c'est non régulé. Et donc, c'est là où on arrive... J'allais te le dire, il y a quand même une vraie différence. Oui, il y a une vraie différence. Mais je veux dire, il y a une tendance de fond dont les cryptos en bénéficient, dans le sens où n'importe qui peut influer le cours. Et là, Elon Musk se gave là-dessus. Il un jour oui, un jour non. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait derrière. Il faut peut-être maîtriser ses achats et ventes, mais ça doit être incroyable. Non, mais parce que quand même, quand on parle des acteurs financiers classiques, tu ouvres un compte titre, tu dois signer 27 pages pour te dire que tu vas aller en enfer et que, en plus, tu sais, le SRD, tu as un effet de levier, mais qui peut être limité en fonction de tes capacités, ce que tu as mis. Enfin, voilà. Et là, tu peux jouer sur un nombre de plateformes incalculable, 10 fois ta mise, sur un machin qui s'appelle Dogecoin, qui était censé être créé pour se moquer du Bitcoin, mais qui finalement c'est comme le pari en ligne. Le pari en ligne multiplié par 3000 en l'espace de quelques semaines, alors que ce truc était censé être une blague. Et on te laisse trader là-dessus. Et quand il connaît rien, tu vois juste des machins qui montent et qui descendent. C'est un casino géant. Et tout c'est sur encore le Elon Musk qui a annoncé, qui a fait ses petites annonces pour dire que lui, il supportait le Dogecoin. C'est comme encore dingue. C'est encore ce gars-là jaloux. Ah oui, pardon. Mais ceci dit, remarque... Mais il a raison d'être jaloux, parce que j'aimerais bien pouvoir jouer les cours de Bitcoin comme ça en une phrase. Mais pour moi, c'est un casino géant. C'est un peu dans la mouvance du pari sportif sur smartphone. C'est dans cette mouvance-là. Et est-ce que vous diriez que ce mot casino géant peut s'appliquer aussi à l'autre actu qu'on a depuis le début d'année, qui est l'explosion des SPAC c'est dans tous les domaines, mais beaucoup en fintech, on en a vu, des fintech qui tout d'un coup sont valorisés 3 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Bon, je ne parle pas évidemment de Coinbase, ce qui était une vraie IPO. Mais est-ce que vous diriez aussi casino géant, où là, il y a plus de rationnel? De toute façon, on n'est qu'au début, en fait, parce que là, on a énormément d'annonces sur des SPAC qui vont se lancer. Donc, on rappelle, c'est des coquilles vides qui permettent de s'introduire en bourse assez rapidement. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est le bilan dans 24 mois à peu près, puisqu'ils ont 24 mois pour acquérir après des boîtes. Donc, c'est vrai que c'est
encore difficile à dire de ce qui va se passer voilà, dans les semaines à venir. Je trouve que là, on est tous en train d'un peu de s'exciter. Voilà, parce que c'est un mot sympa, c'est nouveau, etc. Mais pour l'instant, il y a encore très, très peu d'opérations. Il faut regarder, par contre, peut-être en Europe, ça va peut-être réveiller un petit peu certaines bourses. Bon, peut-être pas celle de Paris, mais au moins la bourse d'Amsterdam qui est en train de profiter de pas mal de choses. Moi, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la SPAC, de suivre en tout cas celle de Edo Sophia, qui est un fonds britannique très, très discret qui a investi dans beaucoup de fintech, dont certaines sont passées ici. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir parce qu'effectivement, il risque d'y avoir des belles choses, en tout cas, de son côté. Un avis sur ces valorisations, finalement, parce que quand je parle des SPAC, je parle un peu aussi de la valorisation des fintechs qui semblent avoir explosé comme d'autres valos, sans doute, mais casino, pas casino, vie normale, maturité du secteur. Vas-y. Bon, les SPAC, alors moi, j'en parle pas tous les jours des SPAC, déjà. C'est pas le sujet que j'aborde tous les jours, mais ce que je vois, en tout cas, ou ce qui me rassure dans les SPAC, c'est qu'il y a quand même souvent une marque derrière. Vous allez me dire, en bourse, il y a toujours des marques. Mais ceux qui ont fait des beaucoup quand même dernièrement, c'est quand même souvent des personnes, des personnalités qui étaient reconnues du grand public. Alors d'un côté, je me dis, tiens, c'est quand même bien d'avoir des gens qui soient reconnus et qui construisent le succès de leur SPAC là, parce qu'ils ont fait de belles choses avant. Je les ai peut-être pas tous à l'esprit, mais les quelques-uns que je suis allé revoir, me dire, tiens, oui, c'est des gars, moi je leur aurais fait confiance. Et je trouve ça plutôt rassurant de me dire qu'il y a ces gens qui créent un lien et qui ont fait des preuves par ailleurs avant dans leur monde business, parce que sinon ils n'auraient pas réussi leur SPAC. Après, il y a le côté un peu flippant, excusez-moi du mot, mais du côté un peu gourou de la chose. Encore un peu comme Elon Musk, tu vas dire que je suis peut-être encore jaloux de ces gens qui ont fait Non, juste Elon Musk, j'ai pas dit ces gens. mais après, il y a un côté un petit peu gourou qui fait un petit peu peur, où tu vois que quand il y en a un qui lève un crayon ou qui poste un tweet, que ce soit pour la crypto ou que ce soit pour ces fameuses opérations boursières d'un nouveau genre, où tu as tout le monde qui suit de façon très moutonnière. Voilà. Réaction SPAC, ou plus globalement d'ailleurs, valorisation des fintechs. On a vu des deals en ce moment et des levées qui sont assez impressionnantes sur des valos. On se demande même des fois qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent. Voilà, donc... Déjà, je pense que c'est aussi un phénomène de fond. Les robinets sont ouverts. Il y a une production d'argent là qui arrive partout. On ne sait pas quoi en faire. Du coup, il y a relativement peu de dossiers pour beaucoup d'argent. Donc les valorisations augmentent. Pour moi, c'est une sorte de bulle. C'est comme si on regardait. Souvent, on me dit l'inflation ne monte pas. Mais l'inflation, c'est calculé comment? C'est calculé sur les biens de consommation en supermarché. Et on dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais en fait, il y a une inflation. Il y a une inflation sur d'autres actifs qui fait qu'aujourd'hui, il y a des valorisations gigantesques. Mais regarde les cours de bourse qui sont décorrélés de la situation du Covid. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est des bulles qui sont créées. Et moi, je dirais toutes les personnes qui ont besoin de cash, allez le chercher maintenant parce que c'est maintenant que vous aurez les meilleures conditions et le plus d'argent possible. Donc, allez-y. C'est ce que tu fais? Je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est vrai qu'on a dit qu'on ne parlait pas de sa boîte. Alors, t'as raison. On évoquait dans le plateau précédent régulation. J'ai un peu tendance à dire, là, quand je lis les différents articles, regulation is back. Donc, ils sont jamais partis, hein, vraiment. Mais si je prends plusieurs faisceaux, j'allais dire en tant qu'utilisateur de tous vos services, nombreux, j'ai parfois des moments difficiles. Quand, par exemple, j'utilise tes services, ça devient quand même super compliqué. Quand tu as une douzaine de banques où il faut tous les matins qu'il y en a au moins un avec qui je dois refaire tout un parcours. Bon. Donc ça, on va dire c'est pas nouveau, mais déjà, c'est une première couche. Après, si on parle vraiment d'action de régulateur, on peut prendre l'exemple du CEO de la FCA la semaine dernière qui a écrit aux acteurs de e-money pour leur dire gentiment que d'écrire personnellement à tous les clients de chaque porteur d'un portefeuille de wallet pour lui dire que ce n'était pas couvert de la même manière par les fonds de garantie, sachant que la plupart des détenteurs de wallet ont moins de 100 € sur leur compte, est-ce bien nécessaire d'aller leur rappeler que peut-être on est un acteur un peu moins régulé? En tout cas, on va faire peur aux clients. C'est sans doute très bien pour protéger le client, mais il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer ce début d'innovation? Bon, premier cas. Le second, on en parlait tout à l'heure avec Louis, c'est vrai que le BNPL, tout d'un coup, il y a des rappels à l'ordre pour dire attention, dans certains cas, c'est quand même peut-être un peu du crédit quand même. Il y a quand même des gens derrière qui, ok, on a compris que c'est pas la même chose que du crédit revolving, mais quand même. Aussi, quelque chose qui a fait grand bruit dans plusieurs pays, limite à se demander si ça n'a pas été concerté, c'est attention, vous n'êtes pas une néobanque. Évidemment, on le savait. En tout cas, entre acteurs ici qui participent à ce genre d'événement, on sait très bien que ce n'est pas des banques, mais c'est vrai que certains laissaient glisser le mot. Des fois, ils ne l'utilisaient pas, mais ils le laissaient utiliser par d'autres, par des journalistes et autres.
Et maintenant, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça a été un peu rappelé à l'ordre. Et puis, je peux citer un dernier exemple d'une grande néobanque, justement, pour le coup, qui a un agrément de banque, et où qui régulièrement, on le voit, j'en ai souffert personnellement, mais beaucoup de réseaux sociaux s'en émeuvent, où les comptes sont bloqués, parce que tout d'un coup, il faut faire la 27e vérification pour vous demander un papier que jamais ma banque de réseau ne m'a demandé. Jamais. Mais par contre, que cet acteur nouveau, avec beaucoup de clients, lui demande peut-être pour être, on va dire, doigt sur la couture du pantalon, parce que le régulateur regarde de près. Et on pourrait terminer avec un article que j'ai vu, je ne sais pas si c'est chez toi ou dans ton fil, en tout cas, N26, qui est sous surveillance par le régulateur, etc. Est-ce que vous le sentez, vous, dans votre vie de tous les jours, cette pression supplémentaire du régulateur en ce moment? Est-ce que toi, tu le vois dans ce que tu regardes de près? Peut-être commence par toi. Allez. Bon, déjà, moi, je rappelle juste une chose sur le régulateur que certaines personnes, des fois, peuvent lyncher un peu. C'est quand même rappeler ce que le régulateur a permis, quand même. C'est que le régulateur, il a permis à ce que des acteurs, comme les monétiques d'ailleurs, puissent lancer des nouveaux services innovants autour du paiement. Donc, il ne faut pas l'oublier, hein, le régulateur était là pour permettre à d'autres acteurs qui ne soient pas des banques de pouvoir innover autour du paiement et pouvoir proposer ces nouveaux services en B2C et en B2B. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire c'est vraiment le régulateur qui est l'impulsion de ça, parce que si tu parles dans l'innovation dans le paiement, c'est la Commission et le Parlement européen qui ont eu une impulsion juridique avec des directives pour innover, et c'est le régulateur ou les régulateurs qui ont la charge de l'implémenter et de le mettre en œuvre. Donc, tu as raison. Je dirais que le régulateur participe à cette innovation, mais il n'est pas forcément à l'origine, à l'impulsion. Non, tu as raison. Alors, tu as raison, peut-être que je mélange les deux, là, c'est un petit raccourci. Mais disons que pour Christophe, la Commission européenne, c'est quelque part aussi un régulateur, quoi. Celui que je vois, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un espèce de législateur, en tout cas, qui permet d'eux, et c'est là où je dis quand même, parce que souvent on leur envoie des cailloux très régulièrement, je dis attention, ces gens-là ont permis, l'Europe, ou en tout cas le régulateur qui a permis à l'Europe de pouvoir lancer nos services, finalement, qu'on a aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a peut-être toujours des cas particuliers, là où finalement les sociétés de maintenant qui sont régulées commencent à être des fois un peu plus complexes dans leur expérience client et dans les papiers qu'elles demandent que les banques elles-mêmes? Je pense que ce sont des exceptions. Et je pense qu'en général, le régulateur ne fait que demander à des acteurs comme l'Imonétique d'appliquer des règles qui sont déjà appliquées par les grands opérateurs bancaires, par exemple. Et je pense qu'il y a aussi quelques excès, peut-être ces dernières années, qui ont fait que le régulateur est un petit peu plus dur ou suit d'un petit peu plus près. Nous, c'est vrai qu'on l'a vécu, ce renforcement. Mais j'y vois pas beaucoup de choses négatives, en fait. Moi, j'y vois à la base beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et oui, après, il faut protéger comme utilisateur, il faut protéger les partenaires. Et je me dis, bah oui, il faut passer par là. Avant que je passe la parole à Johan, qui donc va me mettre à dos l'ensemble des régulateurs européens, je voulais juste rappeler, parce que c'est écrit à l'écran, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, des questions, des réactions, un coup de gueule. Vous pouvez les poser soit dans le chat de la fenêtre de Zoom, où je les vois apparaître et je peux les prendre, soit vous envoyez un SMS au 07 80 99 46 19. Et le standard, s'il qualifie votre question, vous rappelle et vous passerez directement à l'antenne, ce qui nous permettra d'entendre votre voix forcément fort sympathique et de compléter ce panel. Merci. Donc je reviens à Johan, donc avec qui vais-je être ennemi après ton intervention? J'ai vraiment l'impression d'être en prime time sur une grande télé. Laurent, bientôt tu seras animateur. Alors envoyez vos SMS, vos questions tout de suite. J'ai jamais dit qu'on pouvait gagner un voyage. Moi, je suis copain avec les régulateurs, il n'y a pas de problème. En revanche, j'ai pu constater des problèmes. Notamment, le régulateur est là pour maîtriser les risques. Et je pense que c'est bon. Il faut qu'on soit là capable de maîtriser les risques. Le problème, et c'est bien pour moi l'une des choses bénéfiques avec les sandbox, c'est que ça permet aux régulateurs de comprendre l'innovation et de comprendre les risques liés à cette innovation. Et moi, quand je l'ai vu dans la DSP2, que je connais très bien, je pense que les régulateurs n'avaient pas encore cette culture. Ils se sont rapprochés de l'innovation récemment. Et la problématique, c'est qu'on arrive dans des situations où on applique des mesures de maîtrise des risques qui sont disproportionnées par rapport aux risques réels, qui fait qu'on bloque des services dans cet esprit de « il faut la sécurité », mais le problème, c'est que là, le service, il est complètement bloqué
pour un système de sécurité qui est beaucoup trop fort par rapport aux risques encourus. L'exemple que tu donnais tout à l'heure sur l'authentification forte, tu me disais les coups de gueule, enfin tu nous demandais les coups de gueule. Alors là, tu regardes la caméra, coup de gueule. Sur l'authentification forte, moi je suis pour. Ça permet de vérifier que la personne est bien le propriétaire du compte pour faire un paiement, pour partager sa donnée, etc. La problématique, c'est qui gère l'authentification forte. Aujourd'hui, les régulateurs, en tout cas c'est l'EBA, considèrent que seule la banque peut gérer l'authentification forte. Ok, ça peut être compréhensible pour des sujets d'opérations très sensibles. Par exemple, d'un paiement, là, l'argent sort du compte, c'est la banque qui détient l'argent. On peut se dire, oui, il faut que ce soit la banque qui fasse l'authentification forte. Mais on applique le même principe pour l'accès à la donnée. Et notamment l'accès régulier. Nous, en tant qu'agrégateurs, et on a un service qui s'appelle Banking, qui permet de suivre ses comptes, nous, notre service se fait constamment couper. Et l'utilisateur doit faire à chaque fois 1 ou 2 authentifications fortes de suite. Donc, dites-moi à quoi ça sert de faire une authentification forte et tout de suite une autre. Donc, est-ce que c'est bien toi? Oui. Est-ce que c'est bien toi? Oui. Comme ça, on peut poser la question plein de fois, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Et on redirige, et on est obligé de rediriger tout notre trafic sur l'application de la banque pour qu'il fasse authentification forte. Quel est le risque? Nous, on est acteur régulé, on pourrait gérer cette authentification forte. En tant qu'acteur régulé, on pourrait se dire, on veut vérifier que c'est bien la personne qui consulte les comptes. Nous, acteurs régulés, on fait l'authentification forte. On nous le refuse. Et pourtant, on a un agrément. Et bien ça, je considère que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on dit seule la banque peut faire authentification forte. On est parfois soumis à 2 authentifications fortes, donc ça ne sert à rien. Et on redirige tout notre trafic sur l'application de la banque pour un risque qui est mesuré. On serait capable de gérer l'expérience. Ça, c'est un exemple de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça tue, en quelque sorte, le développement de services innovants. Et alors moi aussi encore, les régulateurs, ils nous disent « Ok, il y a un problème, on va le résoudre. » Et on va le résoudre super rapidement. On va faire une nouvelle directive, DSP3. Le plus rapide qu'on peut faire, c'est 5 ans, et c'est vraiment rapide. Mais 5 ans dans le monde digital, 5 ans dans le monde digital... J'aurais voulu être dans cette conversation. Si on prend 10 ans, on retourne en arrière, 10 ans en avant, c'était le début de l'App Store. On était au début des applications mobiles. Instagram, ça ne marchait pas. Facebook, on était encore au début. 10 ans, c'est gigantesque dans le monde du digital. Donc, nous dire, on a mis une directive, ça a mis 10 ans pour l'implémenter, on a fait une erreur et on va réparer l'erreur encore 5 ans, en fait, arrêtons tout de suite. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que dans les autres régions, ils ont le temps de se développer pendant que nous, on est en train de se battre. Il faut être beaucoup plus pragmatique dans l'application de la maîtrise des risques. Et aujourd'hui, bien souvent, les régulateurs n'ont pas la connaissance. Et là, les lobbies jouent un impact gigantesque. C'est qu'on leur dit la sécurité, il faut ça, il faut la sécurité. Mais sous le discours de sécurité, on fait passer plein d'intérêts business. Et du coup, c'est là où ça ne marche plus. C'est-à-dire que, généralement, la maîtrise des risques n'est pas focalisée sur la maîtrise des risques parce qu'il se fait distordre par des épouvantails protégeant des business. Alors, je veux déjà dire qu'effectivement, en tant qu'utilisateur assidu, c'est devenu très casse-pied. Il faut l'avouer. Quand on a plusieurs banques, si on a 2, ça va. Mais enfin, quand on a plusieurs, ça devient vraiment très casse-pied. Donc, je comprends ton coup de gueule. À l'inverse, quand on voit le nombre de cyberattaques qu'il y a ces derniers temps, on peut légitimement se dire finalement, et pardon de te poser la question comme ça, même si vous avez réussi tous à lever plein d'argent, et tant mieux, est-ce que vous avez les épaules assez grandes en cas de vraie attaque par rapport à mais tu vois bien le discours que tu donnes. Non, mais excuse-moi, je pose la question. C'est totalement les discussions qu'on a à l'échelle européenne ou avec les régulateurs. C'est oui, mais imaginons, banque, mon ami. Mais débranchons Internet. Avec ce discours, on débranche Internet. On débranche Internet, on dit bah oui, mais il y a des fraudes sur Internet. Débranchons Internet. Si on veut quelque chose qui fonctionne, il faut aller dans le détail. C'est-à-dire, oui, il y a des opérations sensibles sur lesquelles il faut mettre des systèmes qui sont vraiment sécurisés et qui sont forts. Mais il y a d'autres opérations qui sont moins sensibles, sur lesquelles on ne va pas appliquer les mêmes règles, parce que sinon, le coût-bénéfice, il est gigantesque. Dans le renouvellement du consentement pour l'accès à la donnée, dites-moi pourquoi on doit faire 2 authentifications fortes de suite sur les comptes de paiement, puis aussi sur les autres comptes, en redirigeant tous les jours sur l'application de la banque. Alors que nous, on pourrait gérer l'authentification forte. C'est là où il faut aller dans le détail. Parce que si on dit juste l'épouvantail de la sécurité, débranchons Internet. En fait, il faut aller dans le détail dans chaque point. Et c'est ça qui est compliqué pour le régulateur. C'est comment comprendre le détail et appliquer la bonne mesure au bon risque.
Peut-être, Charlie, une réaction sur ce sujet de départ, pas forcément ce point-là en particulier, mais Regulation is back. Non, mais bon, après, moi, j'en ai parlé 1000 fois avec Johan, je crois, de tout ça, en particulier des SP2. Effectivement, c'est quelque chose qui tue un peu les fintechs, puisqu'elles ont toutes besoin aujourd'hui d'agréger des comptes, de faire maintenant de l'initiation de paiement, etc. Et on voit que ça leur coûte énormément d'argent depuis tant que ça. Et en fait, c'est exactement ce que Johan disait tout à l'heure. Vous ne pouvez plus innover, en fait, à côté. Donc, c'est hyper problématique. Et en attendant, pendant que eux se battent, les acteurs français, il y a des acteurs internationaux qui vont bientôt arriver ou qui sont en train d'arriver et qui, eux, n'auront pas de soucis parce que tout le travail aura été pré-mâché par ces acteurs français et européens. Et qui vaudront 15 milliards. Et qui sont déjà, oui. C'est peut-être déjà en Europe, ça pour le coup c'est vrai aussi, qui sont déjà en Europe, où le régulateur ne peut pas intervenir, alors, parce que ces acteurs-là ne respectent pas finalement ce que les régulateurs demandent, à nous. Et ils ne peuvent pas intervenir sur ces grosses sociétés parce qu'elles sont, comme ils m'ont dit la dernière fois, pas dans le radar ou difficilement touchables. Elles sont trop grosses, elles ont trop de pouvoir. Ah oui, ça c'est un vrai problème pour le coup. Mais je crois que Chloé aussi et Damien en parlaient avant. C'est qu'il y a la régulation. Alors on en pense, il y a des plus, il y a des moins. Yoann est en train de dire que finalement c'est vrai que c'est freinant. Moi, je rappelle quand même qu'au début c'était quand même une bulle d'oxygène finalement. Ça dépend des sujets en fait. Ce que je veux dire, il faut aller dans le détail, c'est aller dans le détail. Tu as complètement raison. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même ce décalage par rapport à ce qui peut se passer. Parce que théoriquement, DSP2 était censé être un accélérateur de tes business. Ouais. Ce que tu es en train de dire, c'est que maintenant, c'est devenu un frein. En fait, c'est un accélérateur dans le paiement. Ça veut dire que l'initiation de paiement, on voit que c'est en train d'arriver ça a mis 5-7 ans, avec 2 ans de retard, ça arrive. En revanche, pour l'agrégation, c'est un frein. Donc en fait, c'est là où c'est pas noir ou blanc, c'est pas la sécurité, on doit tout bloquer. Il faut aller dans le détail, il faut aller regarder sur l'expérience, il faut aller sur les risques, il faut aller sur les use cases, parce que l'agrégation dans la comptabilité, c'est pas la même chose que l'agrégation pour le scoring. L'initiation de paiement entre 2 entreprises, c'est pas la même chose que l'initiation de paiement en magasin physique pour le retail. Donc à chaque fois, il faut rentrer dans le détail. Et c'est là où la force de l'innovation et des startups et des fintechs, c'est ça cette force, c'est d'innover sur un besoin très particulier et de bien faire le travail. Et la réglementation, vu qu'elle taille un peu à la hache, parfois ça va favoriser, parfois ça va tuer, et elle applique un petit peu les mêmes règles. Et alors que normalement on dit la proportionnalité, la maîtrise des risques, et donc qui, dans définition, devrait s'adapter à chaque fois au use case et au risque. Alors que nous, j'ai l'impression, tu vois, sur la partie collecting de flux d'argent qui viennent de différents moyens de paiement ou dans les montages marketplace qu'on peut faire, je ne veux pas être pro-régulateur à fond, mais j'ai l'impression que ça a aidé et ça nous a permis en tout cas de construire des services, même s'il y a des contraintes, c'est vrai. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des freins dingues. Et en tout cas, ça nous a permis de faire des choses qui étaient réservées aux banques avant. Donc je crois que tu as raison, il faut creuser, il faut aller dans le détail. Ça dépend de l'activité en fait. Ça dépend de l'activité. Alors justement, dans une autre activité, les néobanques, sur lesquelles tu écris très souvent, donc on n'a plus le droit de s'appeler... néobanque, enfin banque, il faut dire ce qu'on est quoi en fait. Je fais établissement de monnaie électronique, etc. C'est un non-sujet, c'est juste un bad buzz qui dure quelques jours et on passe à autre chose. Ouais, pour moi c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas le Far West non plus. Enfin, je veux dire, il y a très peu d'ailleurs de fintech qui s'appellent banque, puisque de toute façon c'est pas possible. C'est plutôt dans la com, c'est plutôt dans les articles. Ouais, mais franchement, moi, je vois pas du tout en fait, le vrai sujet. Est-ce que le consommateur, il veut savoir si c'est une néobanque, une banque ? Je sais pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tes fonds sont garantis ou pas. Mais de là, de savoir s'il a un agrément bancaire ou pas, je ne pense pas que c'est une importance, en tout cas pour les consommateurs. Et puis en plus, c'est pas le Far West, quoi. Même une néobanque, elle cantonne ses fonds chez une banque traditionnelle, donc elle respecte tous les process anti-blanchiment, etc. Donc non, pour moi, c'est vraiment pas un sujet. Après, il faut faire attention parce qu'il y en a qui abusent un petit peu, effectivement. Et puis, on n'a pas le droit de dire banque, c'est comme ça. Même dans son nom, on peut pas l'écrire. Non, c'est pas tellement. En fait, je pense que tu as touché le vrai sujet. C'est est-ce qu'il y a vraiment un problème, un risque pour les consommateurs ? S'il y en a un, effectivement, adressons-le. Si c'est juste pour mettre des bâtons dans les roues au secteur, là, on se compte de bataille, quoi. C'est marrant, je sais pourquoi tu m'as dit ça. Et puisqu'on parle de néobanques, est-ce qu'on commence pas à avoir un peu beaucoup de néobanques Non, je sais pas. Enfin, il y a un moment, on s'arrête quand ? Oui, il y en a beaucoup. J'avoue que maintenant, quand on me présente, je reçois un communiqué de presse, tu sais, on est une néobanque qui... Et là, tu fais, oh, ça, c'est un peu comme les réseaux sociaux avant. Je suis un réseau social qui... Oh, non, j'ai plus envie de lire. Non, mais blague à part, oui, il commence à y en avoir
un peu beaucoup, on va dire. Après, ça dépend des segments, parce que effectivement, si tu t'adresses aux PME, etc., tu as quand même des millions de PME, TPE qui peuvent être intéressés surtout, tu as un business model. Par ton produit. Et tu as un business model, tu m'as devancé, effectivement. Après, il y a d'autres segments que moi, je crois moins. Je pense aux néobanques pour ados. Hein. De toute façon, je l'ai déjà dit. Tu assumes? Oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, peut-être que ça réussira. Souvent, des fois, d'ailleurs, quand je dis quelque chose ne va pas marcher, ça va marcher. Donc, tant mieux pour eux. On peut faire un put sur tes propositions. Tu n'es pas comme Elon Musk. Mais donc, non, ouais. Bon, de toute façon, on verra tout ça dans 3-4 ans. Hein. De toute façon, comme d'habitude, celles qui seront encore là, moi, je les surveille, hein, de toute façon. Dès qu'il y en a une qui se lance, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle va devenir dans un an? Donc, quand tu étais en 6e, donc quand tu as créé Limonetic, excuse-moi, je suis obligé de ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as créé Limonetic, je me rappelle, on en rigolait parce qu'il y avait quasiment toutes les semaines un nouvel acteur qui se lançait en disant, je suis le nouveau PayPal. C'est un peu la même chose, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle néobanque. Tous les matins, je suis le nouveau Revolut ou le nouveau N26. Tout comme il y a 20 ans, il y en a quand même pas mal qui sont partis entre-temps. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont morts, effectivement. Des PayPal qui ça fait partie de la vie des startups, de toute façon. Ça fait partie de la vie des startups. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a quelques acteurs qu'on connaît un peu qui ont lancé des choses qui n'ont pas marché immédiatement. Je veux dire, je crois que Google, à l'époque, avait lancé un wallet qui l'a retiré du marché au bout de quelques années, ou en tout cas, qui l'a gardé aux États-Unis puis qu'il a relancé derrière. Donc effectivement, des moyens de paiement un peu peut-être comme les néobanques, il y en a beaucoup qui sont construits, il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a aussi beaucoup qui sont restés. C'est un peu dingue d'ailleurs, hein, le nombre de moyens de paiement qui sont construits depuis ces 13 dernières années. Tu avais les cheveux moins gris d'ailleurs, je crois. Oui, c'est vraiment ma journée. Je suis très très content de vous avoir invité. Il y a très plaisir. Et alors c'est marrant parce qu'après, avec l'initiation de paiement également, il va y avoir d'autres moyens de paiement ou d'autres schemes ou d'autres façons de paiement qui vont encore se créer. On voit déjà ça dans les autres pays à l'extérieur de l'Europe. On voit déjà beaucoup de moyens de paiement qui se construisent autour de l'initiation de paiement dont on parlait tout à l'heure, qui construisent et qui ont leur spécificité dans chacune des zones du globe, dans chacun des pays. Et donc, je crois que cette histoire de démultiplication des néobanques, d'ailleurs, je pense que ça va être le cas dans n'importe quelle verticale, dès que tu as un leader qui a des valorisations de dingue, j'imagine que tu as plein derrière qui veulent faire exactement pareil. Donc, dans la fintech, on a eu des vagues, la compte sur salaire, on a toujours des vagues dans le crédit. Donc là, on va avoir les vagues sur tout ce qui est placement financier, les Robinhood, les machins. Enfin, voilà. C'est la prochaine. Mais dans les néobanques, j'ai lu Crédit Agricole qui va lancer une néobanque il y a 2 ans, nous expliquer que c'était pas du tout une bonne idée, qu'il faisait plutôt des comptes pour des segments. T'as regardé, t'as un avis sur la question, non? Alors d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure qu'il prépare un autre projet là. Encore? J'ai vu juste en venant là, mais j'ai pas eu le temps de. Bah ouais, c'est ça. Non, j'ai juste vu là aujourd'hui, ils annonçaient qu'il y avait cette néobanque là en cours de lancement. Mais ouais, franchement, je vois pas. Enfin, ils ont tous à peu près lancé là, leur néobanque depuis un petit moment. Il y en a qui marchent bien. Genre ma French Bank, ça tourne plutôt pas mal. En tout cas, après, c'est toujours le problème dans le secteur des néobanques, c'est que tu as des chiffres, on te donne des chiffres, et ça, je me bats toujours avec tout le monde pour avoir des chiffres corrects, parce qu'on te dit il y a tant d'utilisateurs, mais bon, si tu n'as pas l'utilisateur quotidien, s'il ne dépose pas tout son salaire dessus, enfin, je veux dire, ça vaut rien. Donc, quand tu passes, t'enlèves déjà toute la com, souvent, il reste pas grand-chose. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de savoir ce que représentent toutes ces néobanques et même celles qui font partie de ces banques. Oui, d'accord, que ce soit toujours facile. Ceci dit, moi, je me pose la même question dans mon Internet tout court. Quand j'additionne le nombre de pages vues sur chaque site, je pense que les gens ne font que Internet, ils ne travaillent pas, ils ne vivent pas, ils ne respirent pas. Donc, c'est un peu pareil. Les chiffres, c'est toujours un peu compliqué. Les fintechs françaises sont de plus en plus visibles. On va changer un peu de sujet. Allez, c'est fini avec les néobanques. Plus en plus visibles dans les médias et les levées de plus en plus grosses. Est-ce qu'on a vraiment, enfin, notre chance sur l'échiquier international? Est-ce que c'est French time? En tout cas, nous, on le sent en tant que fournisseur de solutions open banking, on sent vraiment une dynamique, une effervescence de l'écosystème fintech français. On voit vraiment une accélération et on voit de plus en plus une interconnexion des fintech entre elles pour mieux servir les clients. Donc, je sens vraiment un souffle positif. Après, est-ce qu'on a des fintech assez fortes pour avoir une dimension internationale comparé à ce qui se fait évidemment aux US, au UK, même en Suède ou en Allemagne? Moi, je trouve qu'en France, on a des très bons innovateurs, ingénieurs, des gens talentueux, mais on a du mal à construire des leaders. Et je pense qu'on est aussi mal accompagné, en quelque sorte. Moi, je l'ai vu, désolé de revenir sur la DSP2, mais on avait obsessionnel. On a des pépites dans le secteur, on avait des pépites, et on n'est pas en train de les développer. On est en train de leur mettre des barrières, et on leur dit, si vous arrivez à surmonter les barrières, peut-être que vous arriverez à devenir des géants mondiaux.
Pendant ce temps-là, les géants mondiaux deviennent réellement des géants mondiaux. Et du coup, en fait, je trouve qu'on devrait encore plus donner de facilité, d'aider nos pépites françaises à devenir des leaders européens. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Il y en aura des exceptions, mais quand on compare des pays comme la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont des pays comparables, je pense qu'on est encore très loin. Oui, il manque encore pas mal de financement, quoi. Parce que même si là, on a On a enchaîné... des belles levées quand même. Oui, là, depuis quelques semaines, on a des très belles levées. Et d'ailleurs, il y en aura encore cette semaine. Même déjà l'an dernier. Je veux dire, quand Conto et Lydia avaient fait des annonces, c'était joli quand même. Conto et Lydia. C'est aussi un environnement. C'est aussi un environnement. Quand on regarde la Suède, ils ont des parcours beaucoup plus digitalisés. Il y a des pays qui ont l'identité numérique. Alors, KYC, etc., c'est un enfer quand on appelle l'identité numérique. Donc je pense qu'il y a aussi l'environnement dans lequel les fintechs se développent. Une remarque sur ce point-là ? Non, après, il ne faut pas oublier que nous, peut-être que les levées de fonds sont de plus en plus importantes. C'est quand même vrai. Enfin, tu sens que moi, quand on a la première levée de fonds Limatic, c'était, donc il y a quelques années, c'était une série A à 5 millions d'euros. Ça faisait partie des plus grosses séries A de la FinTech de l'époque. Maintenant, c'est France, lucide. Et maintenant, voilà, c'est ça. C'est de l'argent de poche. Non, mais 5 millions, c'est ça. J'ai un peu en point. J'ai un peu en point 5 millions. C'est exactement ça. Vous êtes des jaloux aigris. C'est quand même dingue, cette dynamique. Mais et finalement, et tant mieux, parce que ça développe l'écosystème. Aucun problème avec ça. Après, ce qui se passe aussi au niveau international, c'est que le curseur, il monte aussi. Quand on voit les levées de fonds qui sont faites par les autres acteurs aux États-Unis, là, ou même dans le reste de l'Europe, pas juste en France, les levées de fonds, c'est plus des levées de fonds de 30, 40, 50. On parle de 200, 300 millions d'euros, 400 millions d'euros. Pas en CID quand même, rassure-moi. Non, pas en CID. Je n'étais pas en CID. Mais donc il y a un curseur qui grossit, qui vient peut-être aussi de ce que tu disais, Johan, qui est l'argent qui arrive sur le marché, là, qui est absolument dingue. Et donc je crois que tout ça grossit. Donc la France, peut-être que ça s'améliore, il y a plus de visibilité, il y a de plus en plus de licornes, même si on peut les compter peut-être sur les doigts encore des deux mains, je crois. Mais finalement, le reste du monde aussi, il avance. Donc, Et alors, pour faire face à cette... Pardon, je ne t'ai même pas posé la question sur les fintechs plus visibles, les fintechs françaises. Tu voulais en rajouter un petit peu ? Non. Après, on est dans... me dire qu'il n'y en avait pas beaucoup l'an dernier. Non, mais c'est qu'aussi, on est quand même dans une surenchère. Après, tout le monde te dit, oui, les levées de fonds sont énormes. Les mecs n'ont même pas besoin de cet argent, etc. Mais en fait, tout le monde met. Tout le monde fait de la surenchère, tout le monde est prêt à payer ultra cher. Et en plus, comme tu as les anglo-saxons qui viennent, forcément, ça te fait des levées énormes. Donc, voilà. Il y a une question Zoom ou une remarque, mais est-ce que les patrons de fintech ne vendent pas un peu vite leur société quand elles commencent à être bien valorisées ? Moi, pour l'instant, j'ai surtout vu des levées de fonds. J'ai pas vu des très gros exits en fintech là, si récemment. Il y en aura une cette semaine, Laurent. D'exits ? Mais t'es pas sympa de faire un teasing et de rien dire. J'ai pas le droit d'en parler. C'est ce que c'est. Sous embargo, mais si. Après, on est toujours en train de critiquer. Voilà, t'as revendu ta boîte trop vite. Enfin, on sait pas. Enfin, je veux dire, il avait envie de la revendre, il la revend. Des fois, il en a besoin. Enfin, après, moi, je sais pas. C'est peut-être toi, Johan, qui est peut-être le mieux placé pour en parler. En fait, moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être... tout le monde est pragmatique. Est-ce que j'ai encore l'énergie ? Est-ce que le potentiel est encore plus grand ? Est-ce que je peux faire encore plus tout seul ? Ou est-ce que je vais m'adosser ? En fait, il faut être pragmatique. On n'a pas en mode je veux vendre à telle date. Il y a à une date. Est-ce que je peux passer le cap d'après ? Oui, tout seul, non. Et est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur et avec mon équipe, est-ce qu'on est capable de le faire ? Ou non, en fait. Donc, c'est vraiment, à mon avis, c'est pas recherché, défini. C'est plus, à un moment donné, il y a une opportunité. Est-ce qu'on la saisit ou non ? Et si on la saisit pas, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin ? Et c'est là où on voit que les entrepreneurs français, bien souvent, ne sont pas capables de se projeter sur les leaders mondiaux et s'arrêtent à mi-chemin. Mais ce n'est pas la faute de l'entrepreneur. Je pense qu'eux-mêmes se disent je ne pense pas être capable d'amener la boîte, être en compétition avec le reste du monde. On n'est pas assez fort. Je pense que ce n'est pas un problème d'entrepreneur. C'est un problème de mindset général. C'est un mindset, mais aussi un écosystème. Je pense qu'il y a l'écosystème et apporte plus de freins. Mais ça change, ça, quand même, non ? Ça change, mais on a quand même... On entend quand même pas mal d'entrepreneurs, soit fintech ou pas, qui disent qu'ils veulent voir le monde, quoi. Ils s'arrêtent plus aux frontières de... il y a 10 ans, quand je recevais ce que je sais, c'est le PFC, il y a plus de 10 ans. Je me rappelle de boîtes qui arrivaient avec des noms, avec un accent circonflexe dessus, donc un truc qui ne peut pas se prononcer ailleurs qu'en France et s'écrire ailleurs que sur un clavier AZERTY. Et qui aujourd'hui, par contre, la plupart des boîtes créent tout de suite avec un nom un peu à consonance anglophone parce qu'elles se disent, on ne sait jamais, je vois au moins l'Europe, peut-être pas le monde tout de suite. Donc ça change, ça évolue quand même. Oui, ça évolue. Non, mais ce que je veux dire, il y a des mentalités, c'est sûr, mais quand je parlais d'identité numérique, c'est un écosystème. Les pays où il y a l'identité numérique, ils peuvent se développer beaucoup plus vite dans leur système pour la vérification d'identité. Et ça, c'est un avantage gigantesque. Tant qu'on ne l'a pas en France, on n'arrivera pas à innover aussi rapidement que les pays qui l'ont.
Puis, par contre, c'est vrai qu'au niveau des fonds, il y a quelques fonds qui savent quand même accompagner au-dessus d'une série A en France, heureusement. Mais tu n'as pas un fonds en France qui est capable de faire un chèque de 50 millions ou de 100 millions d'euros pour accompagner une société, tu vois, vraiment sur une série C, D, Z, ce que tu voudras. Bon, on est quand même assez vite capé, finalement, en termes de puissance de frappe, en termes des fonds. En revanche, sur la partie com internationale, moi, je suis quelques entrepreneurs et je fais partie de ces gens qui, peut-être, quand ils sont lancés au début, étaient un peu avec un focus très français, limonétique. Il n'y a pas un mot plus compliqué à prononcer pour un anglais que limonétique. C'est d'ailleurs souvent un icebreaker au début parce qu'ils ne savent pas trop bien le prononcer. Et si c'était à refaire, on ne le referait pas. C'est vrai que ça vient de la monétique une fois que tu as vu un peu beaucoup, mais... Voilà, c'est ça. Mais moi, je sens que dans la dynamique, ou en tout cas dans le mindset des entrepreneurs, là, il y a quand même rapidement cette envie d'aller faire l'Europe. Peut-être pas le monde, comme les Américains, je sais, peut-être que les Américains ou les Israéliens, ils sont très branchés immédiatement, tiens, on va conquérir le monde. En tout cas, moi, je ne vois plus personne. Ou en tout cas, moi, j'ai été un peu France il y a 13 ans. Maintenant, on est très international, mais j'ai l'impression que dans les entrepreneurs que je suis, en tout cas, moi, je les vois tout de suite très intéressés par l'Europe. Tu en témoignes aussi dans les interviews que tu fais J'en ai fait une ce matin encore. Je dirais pas avec qui, parce qu'il fait une belle annonce aussi jeudi. Mais c'est le même Non, c'est pas le même. Non, mais il y a tellement d'annonces, ouais. Et exactement, il me disait, il s'est développé très très rapidement en Europe. Il a commencé à ouvrir 1, 2, 3, puis en fait, il a fini par ouvrir 6 pays en un an, et il prévoit d'en ouvrir une dizaine, parce qu'une fois qu'il a trouvé le bon modèle, il réplique, avec à chaque fois une équipe en local, etc. En tout cas, on n'est plus dans ce vieux mindset de d'abord je serai fort en France et gros en France et on verra après. Je démarre un peu, évolué, puis ça, j'y quand vais. même. Voilà, ils y vont très très rapidement. Donc non, les modèles sont très intéressants. Où il y en a beaucoup aussi qui rachètent des boîtes. Mais bon, alors pour cela, justement, il faut, tu me fais un pont d'or vers ma question d'après. Parce que ma question d'après, c'était on voit pas mal de partout en Europe d'ailleurs, de coopération fintech et de FUSAC. Fintech, avant c'était surtout c'était d'ailleurs mon fonds de commerce au PFF, les banques qui venaient pour essayer de racheter des fintech, mais maintenant on voit les fintech qui se rachètent entre elles. Il y a eu un premier temps de ça il y a 2-3 ans quand il y a eu quelques canards boiteux qui se sont rachetés histoire que ça se voit pas trop, qu'il y avait certains secteurs qui allaient pas bien. Mais là c'est plutôt des belles fintech qui rejoignent d'autres belles fintech. Est-ce que, réponse A, c'est pour faire face à ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire que le tout nouveau qui arrive avec 2 slides, il lève 20 millions. Donc vous qui êtes parti plus tôt, c'est plus dur de lever avec les valos, etc. Donc finalement on s'associe à plusieurs pour faire face à ce nouveau marché, ou est-ce que c'est tout simplement la maturité du secteur qui fait qu'il y a pas mal de choses à faire ensemble? Des fois c'est juste une copie comme on a vu October et Conto, et des fois c'est autre chose, quoi. Votre avis sur ces FUSAC entre fintech un peu en Europe et partout d'ailleurs? Je pense que ça rejoint ce qu'on est en train de se dire. Effectivement, il y a plus de moyens. Les fintechs, ça a plus 3 ans. Ce sont des sociétés et pas que en France ni en Europe, mais dans le reste du monde, ce sont des sociétés qui sont maintenant établies. Il y a des sociétés qui ont une puissance de frappe avec des investisseurs derrière qui sont dingues. Et donc, même quand ces sociétés sont en série A, série B, elles sont déjà avec des valorisations folles et puis aussi une capacité de rachat qui est autrement plus importante qu'avec une série A à 5 millions d'euros. Donc, je pense aussi que finalement, tout l'écosystème, et pas que la France ni que l'Europe, mais mondial, là, est rempli de fintech qui sont encore un peu en mode start-up, donc qui ont peut-être que 4 ou 5 ans, mais qui ont déjà une puissance d'intégration, de financement qui est largement supérieure à ce qu'on a pu vivre avant. Et donc, c'est ça qui explique aussi qu'il n'y a plus que les banques. Il n'y a pas que les banques, finalement, qui vont tout se cache injecté. Quand on voit Tink, d'ailleurs, dans ton secteur, qui rachète plusieurs boîtes. Mais en fait, pour moi, c'est parce que l'Europe, c'est pas un seul pays. Déjà, il y a X pays avec des comportements différents, un régulateur qui essaye d'harmoniser, mais il y a quand même des différences. Le crédit en Espagne, ça n'a rien à voir avec le crédit en France. L'assurance vie en France, parler d'assurance vie dans un autre pays, c'est pas sûr qu'ils comprennent. Multiplié par le nombre de pays européens, pour faire déjà un leader européen, c'est extrêmement complexe dans la fintech. Donc là, quand quelqu'un veut prendre le marché, il va acheter des champions locaux pour essayer d'avoir dans chaque pays un champion local qui comprend la dynamique de marché, la réglementation, etc. Si on regarde des fintech américaines, il n'y en a pas tant que ça en Europe qui ont vraiment pris le marché. C'est difficile de faire un leader européen. Et je pense que c'est parce que c'est X complexité multiplié par X de pays, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout encore de boîtes américaines, en particulier aussi dans ton secteur. On parle beaucoup de Plaid notamment, mais c'est des effets d'annonce. Ils n'ont jamais réussi à craquer Plaid, le pour marché. qu'ils rentrent en Europe, ils vont acheter un hacker Oui, voilà, européen. ils seront obligés d'acheter. Ils travaillent dans le paiement, de notre côté. Ils ont plutôt bien... Effectivement. Oui, mais c'est parce qu'ils se sont basés sur un scheme mondial qui est Visa Mastercard. C'est d'ailleurs... ils ont réussi à uniformiser le marché. C'est vrai que Tink, pour un certain nombre de pays, a pris Eurobits sur un certain nombre de sujets. Maintenant, on prend Fintech System, je crois, sur d'autres pays pour aller sur le Dash.
Donc voilà, on voit que, comme tu le dis, il y a des fois les portes d'entrée, c'est quelqu'un qui est très bon dans son secteur, il se fait racheter par quelqu'un qui est un peu plus gros, quoi. Ouais. Stripe, ils ont été forts, c'est qu'ils ont pas acheté grand monde, en tout cas en Europe. Et en Europe, il y a Visa, Mastercard, tu as raison, mais finalement, quand tu regardes ce que les gens utilisent pour payer sur Internet hors France et Angleterre, c'est pas Visa, Mastercard. Bon, je ne veux pas faire l'apologie de Stripe ici, mais je les ai trouvés plutôt pas mauvais, finalement, pour rentrer dans une Europe assez hétérogène en termes de moyens de paiement utilisés sur Internet. Le temps passe très vite et j'étais déjà très en retard. Et donc, si on ne veut pas finir à 4 qui nous regardent, on va terminer bientôt l'émission. J'ai quand même juste une petite chose, moi, qui me venait à l'esprit en préparant cette séquence, c'était que finalement, il y a 10 ans, quand on disait qu'on faisait un panel ou une chose sur la banque et la finance, c'était pas très sexy, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, honnêtement, grâce sans doute à des articles comme tous ceux que tu écris, mais aussi à toute l'activité que vous avez fait, vous avez quand même vachement transformé l'image des métiers financiers, la fintech en général, et ça profite aussi aux banques, en fait, je trouve. Je trouve que l'ensemble du secteur a une meilleure image. Alors, c'est quand même pas toujours le truc au top, mais je sais pas si vous en pensez. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a une meilleure image qu'en tout cas, il y a une dizaine d'années, quoi. Je pense que c'est parce qu'on utilise on crée des services qui sont utilisés par les gens avec une bonne expérience, notamment sur le mobile. Ça devient simple. On ne fait pas de la finance des marchés, on est plutôt technologique. En fait, on est souvent des codeurs avec une belle expérience sur laquelle il y a à un moment donné, en fonction du secteur, une dimension financière, mais l'innovation est principalement technologique et qui a un vrai impact sur la vie des gens. C'est comme ça que je le perçois. Un avis sur ce changement quand même culturel ou... Oui, je le vois alors dans la fintech effectivement, mais je le vois, j'ai l'impression aussi dans pas mal de secteurs où finalement le côté start-up ou le côté tiens, je vais monter ma boîte ou je suis entrepreneur, je me lance dans l'entrepreneurionnêtement. Oui, ma question, tu as raison, mais la question était plus, tu veux, par exemple, avant le food ou le luxe avait déjà bonne presse et les start-up n'ont pas changé la presse du food du luxe. Honnêtement, le secteur de la banque, sans forcément parler d'investissement, juste la banque de détail, était pas. Mais est-ce que tu penses que les jeunes ont envie de travailler dans la banque traditionnelle? Je pense qu'aujourd'hui, l'image de la banque est meilleure qu'elle n'était il y a 10 ans. Et grâce au fintech? Peut-être pas grâce au fintech, mais en partie, je pense. Enfin, c'est un avis. J'ai l'impression que vous avez en amenant cette innovation, parce que les banques ne sont pas restées derrière. Hein, elles travaillent avec vous, elles innovent aussi, elles changent leur discours en regardant ce qui a réussi dans vos recettes. Et je trouve que leurs codes de communication ont vachement évolué, sans doute à votre contact. Elles ne sont pas immobiles, hein, elles n'attendent pas. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a une évolution du discours. Un peu global, mais bon, c'est peut-être que mon avis. Non, un avis sur le point? J'avoue que moi, je suis arrivée direct dans la fintech. Tu étais en 6e, je sais. Non, mais moi, j'ai connu que la... J'avais pas les cheveux gris. Et j'avais pas de cheveux gris, je sais. Mais non, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit très sexy aujourd'hui quand même de travailler dans une banque ou chez un assureur. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai de plus en plus de gens qui me parlent de start-up en général. Et ça, alors qu'il y a 3-4 ans, je parlais de start-up à mes amis. Il n'y en a pas un qui me répondait. Tout cette start-upper. Toi, tu as déjà fait un coup de gueule. Si vous y en avez un des deux qui veut faire encore un coup de gueule ou une opinion, parce qu'on va bientôt finir et vous n'avez pas fait, s'il y en a un qui avait envie de faire une petite sortie. Alors rapidement, ça c'est mon coup de gueule depuis quelques semaines. Non, ce ne sera pas sur la DSP2, mais... c'est déjà fait. C'est fait. Non, c'est sur les boîtes dans la crypto qui galèrent à avoir des comptes bancaires, puisque en fait, elles galèrent déjà, elles doivent s'enregistrer aujourd'hui auprès de l'AMF, de la CPR. Elles filent leurs dossiers qui sont super longs à avoir. Il y a eu énormément de retard. Elles font tout ça pour avoir un agrément et finalement qui leur permettent justement d'avoir des comptes bancaires, de ne pas avoir de problème. Et aujourd'hui, elles se retrouvent, il y en a même ils ont eu leur agrément le lendemain. On leur a dit on ferme votre compte bancaire des entreprises. C'est pas normal, ça a été créé pour leur faciliter la vie et au final vous vous retrouvez avec des boîtes sans compte bancaire qui vont aller où? Qui vont aller chercher des comptes à l'international, quoi. Donc ça c'est le coup de gueule pas cool de la semaine. Ouais. Merci beaucoup. Une opinion, un coup de gueule ou rien du tout, c'est pas obligé. Un petit coup de gueule pour rejoindre Johan sur la partie sur finalement ce qu'on pourrait améliorer avec les régulateurs pour te suivre là-dessus. Non, alors c'est un petit peu technique peut-être, mais nous, ce qui a été compliqué finalement dans l'obtention de notre statut d'établissement de paiement, c'était que finalement le régulateur interdisait de prendre en compte les actions preferred. Excusez-moi, je suis un peu technique là, mais oui. Dans l'évaluation Tu m'aides pas là pour la. Non, je t'aide pas, mais et donc le fait qu'il y ait certaines actions qui soient éligibles, en tout cas pour
pour avoir un établissement de paiement à statut ou pas, qui nous paraît toujours complètement décalé avec la réalité finalement de ce qui se passe dans l'investissement, puisque toutes les startups qui existent aujourd'hui, toutes les fintechs, la plupart, reçoivent ces actions, donc qui ne sont pas reconnues, pour ne pas rentrer dans les termes techniques, par l'établissement de paiement. Et voilà, c'est mon petit coup de gueule, je ne comprends pas cette posture qui est un petit peu en décalage, donc c'est un peu du détail. Mais on a dit que le diable était dans les détails. Absolument pas. C'est mon petit coup de gueule, il faut que ça bouge là-dessus. Merci de ne pas m'aider à conclure l'émission, c'est adorable. Merci beaucoup. Et donc, alors, surtout, ne zappez pas parce qu'il nous reste encore 7 ou 8 minutes d'émission, mais par contre, on a fini ce plateau. Et donc, je voulais vous remercier encore d'avoir joué le jeu pour cette première. Je voulais en particulier aussi remercier Charlie qui a diffusé cette séquence en live aussi sur le site du JDN. Donc, merci pour ce petit coup de spotlight sur ce que nous faisons à l'Axel. Un grand merci et merci d'avoir participé et de nous avoir amené ton expertise et, comme tu nous l'as rappelé, ta jeunesse au milieu de ce monde de vieux. Et merci aux vétérans de s'être joints à moi aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça nous rappelle plein de choses et on n'a pas fini. On se retrouvera d'ailleurs à la rentrée pour aussi la séquence PFC The Apéro dont tu es en charge, je te le rappelle. Bien sûr. Il faut que tu nous organises ça absolument parce qu'on a besoin aussi de se voir.